Bonjour à toutes et tous, je suis ravi d'être ici et pour ceux qui resteront toute la journée, on peut d'ores et déjà se donner rendez-vous à 19 h avec un palmarès des Hub Awards qui est particulièrement passionnant, excitant et un jury qui a passé une soirée et plusieurs jours à étudier des dossiers dont la qualité ne cesse de grandir. Alors c'est toujours compliqué après un panel prestigieux d'essayer de résumer les tendances à venir. Ce qui est certain, c'est que ce village global, tel que McLuhan l'avait écrit en 1967, The New Electronic Interdependence Recreate the World at the Image of a Global Village, on y est, ça c'était 67, on est en 2012, Facebook a dépassé le milliard d'utilisateurs, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'une plateforme, quelle qu'elle soit, puisse ainsi connecter 1 milliard d'utilisateurs qui ont, si on additionne 140 milliards d'usages de connexion. Alors la population Internet, elle n'en finit de croître. On est à plus de 2,3 milliards, même si, vous l'avez compris, l'essentiel de la planète est déconnecté. On a fait, nous, sur la France, une étude sur ces déconnectés, y compris ceux qui étaient connectés deviennent volontairement hors du réseau, mais on voit que le potentiel de croissance est monstrueux et différents pays, notamment la Chine, l'Inde, qui croît à une hauteur de plus de 30% par an, poursuivent cette connectivité accélérée. Philippines, Indonésie, Nigeria, Mexico, Russie seront les nouveaux géants de l'Internet demain. Et puis dans ces pays, eh bien, on a des disruptions, cher à Jean-Marie Dru. Exemple, le mobile en Inde, c'est déjà le premier point d'accès à Internet. Et plus de 200 millions d'agriculteurs, par exemple, reçoivent des paiements de l'État par leur mobile directement. Orange en Afrique, c'est 5 millions de personnes qui utilisent également les facilités de mobile banking. On est bien dans un monde nouveau, un monde qui profite de ces accélérations technologiques. Alors on est ici de cette courbe. Comme vous le voyez, le fait que l'accès à Internet soit de plus en plus mobile et nomade ne fait que commencer. Cette année, on a déjà eu une vente de smartphones qui a dépassé la vente des ordinateurs portables. Et là encore, on peut imaginer que dans les 3 ans qui viennent, cet Internet mobile sera véritablement la glu entre toutes les connexions des uns et des autres sur la planète. Et quand on parle de mobile, 2 réalités dont on peut aujourd'hui tirer quelques leçons. Le premier, c'est que le freemium, donc la capacité d'accéder à une application, un service par une interface et un portail ou une app gratuite dans un premier temps, qui ensuite vous propose des add-ons, des menus ou des contenus ou des services additionnels payants, eh bien ça, c'est 2/3 de la valeur créée sur le mobile. Donc le freemium, ça marche. Et deuxième résultat, le jeu, ça marche encore et toujours. On n'a pas fini de parler de gamification de notre société. Et puis enfin, troisième évidence, c'est qu'aujourd'hui, il y a une marque qui truste l'essentiel des revenus créés sur le mobile, c'est Apple. L'an dernier, à la même époque, on était là pour évoquer la vie de Steve Jobs avec les interrogations sur la pérennité de la société. Pas de stress à avoir. Apple continue à toucher récemment son plus haut historique. Et si on regarde les discussions agitées sur la sortie de l'iPhone 5, pour moi, le vrai succès de l'iPhone 5, c'est Passbook. Allez jeter un coup d'œil. De la même manière qu'Apple a réussi à capter 70% de la valeur sur les contenus culturels mobiles, eh bien demain, on peut imaginer qu'Apple arrivera et prendra sa dîme sur beaucoup de transactions ou de systèmes de couponing et de fidélisation. Aujourd'hui, Apple, c'est 450 millions de numéros de carte bleue accessibles en un clic pour la maison de Cupertino. Et c'est donc une force de frappe considérable. Alors, un petit retour sur les médias et la pub. On a 15 minutes seulement, donc je vais essayer d'aller assez vite parce que derrière nous, il y a Cathy, Guetta et Raphaël. Et je sais que vous êtes nombreux, Raphaël Aflalo, à les attendre. Alors, la pub online, elle continue de croître, notamment aux US. Ça commence un tout petit peu, on l'a vu, à cesser d'avoir des chiffres insolents de croissance. On était sur de la double-digit growth depuis pas mal d'années. On est un peu en dessous en France cette année. Néanmoins, c'est le média dont la croissance ne se dément pas. Aux US, on arrive quasiment à un business de 30 milliards de dollars. Là encore, si on prend un tout petit peu de champ, on se calme. Ça n'est que 20% des investissements publicitaires nets, mais c'est bien sûr ce qui a fait bouger le marché. Et si on regarde encore une fois la situation américaine, c'est toujours intéressant parce que c'est le marché le plus mûr et il y a de fortes chances que ces événements se produisent en Europe, en tout cas en Angleterre d'abord, en France ensuite, et les groupes, on le sait, américains
Google, Facebook, MSN, Yahoo, Apple et autres, Amazon, sont des espèces de verrous numériques qui sont quand même en train d'organiser la manière dont on va accéder au contenu. Donc on a aujourd'hui, la télé est toujours média roi, ça a été dit par Laurent et Yannick tout à l'heure, le online qui est deuxième média là-bas avec 38% de la publicité, sur les grands groupes médias et les grands acteurs, et puis print, radio, outdoor, qui vivent effectivement des périodes de disette. Est-ce que ça va durer indéfiniment? Pas forcément. Quand on regarde ce graphique qui compare le temps passé et l'investissement réalisé, on voit grosso modo que la télé est arrivée à son équilibre, que le print, malheureusement, a encore une rude pente, car le décalage reste fort entre le niveau d'investissement et le niveau de temps passé. Ça signifie aussi que la presse reste toujours un écrin pour les annonceurs, notamment les annonceurs dans la presse magazine ou la presse cote. Le web, on l'a vu, l'écart s'est fortement réduit, la radio, et puis le mobile, qui reste une espèce d'inconnu. Tout le monde nous parle depuis 5 ans du next big thing, le gros truc qui doit arriver et rendre des tonnes de gens incroyablement heureux et riches. Pour l'instant, c'est plutôt un flop. Personne n'arrive à monétiser les audiences mobiles. Même Apple, pour l'instant, avec iAd, il va timidement, tranquillement, mais c'est une ligne de business très secondaire pour eux. En tout état de cause, le constat, c'est que la digitalisation des revenus des groupes médias n'est plus une option. On a eu l'exemple de Pascal Pouquet, Le Figaro, 25% des revenus. Il faut tirer un coup de chapeau à la presse. Alors certes, elle était au pied du mur, mais elle est de loin le média qui a le plus anticipé ou en tout cas accéléré sa digitalisation. Et aujourd'hui, on peut se dire que les télévisions, les radios, l'affichage a fait un gros boulot, même si on n'est pas tout à fait dans les mêmes logiques, mais en tout cas, si on regarde un peu à l'échelle internationale, ça représente 10% aujourd'hui des revenus de ces groupes-là. Pour la radio et pour la télévision, on est parfois en dessous de 5%, voire de 1%, notamment en France, donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. Cette bataille du multi-écran, elle se traduit en presse par le fait qu'un lecteur sur 3 est adepte de la version papier et de la version électronique. Et aujourd'hui, si vous prenez les 10 applications médias sur smartphone, 8 sont des applications de presse. Ça veut dire quelque chose, ça a été rappelé dans la table ronde tout à l'heure. La puissance de la marque média, c'est une puissance aujourd'hui incontestable, même dans un paysage fragmenté. Et on est à 38 minutes de consultation par jour, ce qui en dit long sur l'attachement, effectivement, du grand public à s'informer sur ce type d'application. Deuxième réalité, la tablette, avenir de la presse, sans aucun doute. Le temps passé à lire la presse augmente de 75% pour les possesseurs de tablettes. On a là un device qui change l'usage. J'ai une tablette, je lis plus. Je ne lis pas forcément en mode nomade, c'est plutôt dans mon canapé, dans mon lit. On sait que c'est les deux endroits où les gens consomment le plus leur tablette, au lit ou devant la télé. Mais en tout cas, on lit plus, et ça, c'est une très bonne nouvelle pour tous les éditeurs de contenu. Et non seulement on lit plus, mais on élargit le spectre des personnes auxquelles on s'adresse. Chaque écran correspond des consommations différentes. Et on a l'exemple du Monde, il y a un exemple spectaculaire avec The Guardian qui a aussi élargi de façon internationale son audience, avec notamment sur son social reader Facebook une audience 18-34, qui est la première audience à lire The Guardian, même si on lit article par article. J'ai été un peu vite pour la transition. C'est le fait de ne pas avoir d'écran de retour. Là encore, sur ce multi-écran, l'intérêt, c'est de stimuler le talent des gens et de stimuler leur créativité. Et ça, c'est un exemple qui est sorti très récemment. On avait fait avec les Échos et Citroën la première pub imaginée par H qui était effectivement en vidéo dans Je les Échos, donc dans un journal. Là, c'est une autre utilisation combinée de la presse et de la tablette. C'est pour Lexus, c'est sympa, effectivement, Special Tribute avec Lunar de David Guetta.
Je vous dis pas que c'est ça qui va sauver la presse, mais je trouve que c'est plutôt malin et que voilà, il faut être créatif et surtout, je crois, se dire que l'ensemble de ces supports offrent des nouveaux terrains d'exploitation, des nouveaux terrains de jeu. Et je pense qu'aujourd'hui, que ce soit en agence créa ou en agence média, on n'a pas le choix. On doit commencer à écrire les nouvelles lignes narratives de demain. Donc tout ce qui est de l'ordre du storytelling, du transmédia, du multi-écran doit être anticipé, bien sûr, par les agences et évidemment par leurs clients, les annonceurs. On est en tout cas dans ce contexte de 4 écrans, avec là aussi, si on compare les gens de la génération du baby-boom, les gens des années 70-80 et puis bien sûr les générations Y ou Z, des modes de consommation et des temporalités extrêmement différentes. It's not people watching connected TV, it's connected people watching TV. C'est un motto que j'assène comme ça à l'agence. Encore une fois, ne nous plantons pas, ne confondons pas l'usage et la technologie. La technologie, c'est bien, mais l'important, c'est le consommateur. Et on peut parler de téléconnecté, c'est avant tout le consommateur qui est connecté. Et quand on parle de social TV, etc., la télévision a toujours été le premier outil social. C'est le truc dont on discute le lendemain à la machine à café, dans la cour du bahut. C'est la vie des gens. Le digital, c'est rien d'autre que la vie des gens. Donc, l'ensemble de ces terminaux connectés, eh bien, avant tout, sont des possibilités nouvelles pour des gens eux-mêmes connectés de plus en plus de s'exprimer et de discuter avec leur communauté. Deuxième impératif après le multi-écran, le temps réel. Là encore, on n'a pas le choix, on peut parler de dictature de l'urgence, mais plus les mois vont passer, plus ce temps réel va imposer sa marque dans l'ensemble de l'écosystème. On peut se dire aussi que quand on a un problème, on se le prend en pleine tête en temps réel. Hein. Le coup de fil, il y a un bug, ça ne va pas, on le sait tous, il n'y a pas beaucoup de délai. Qu'il s'agisse de real-time data, médias, de design, de CRM, on va être dans un monde de plus en plus dicté par l'instant, par la milliseconde, avec des masses de données, qu'elles soient marketing, qu'elles soient relationnelles, avec l'ensemble des réseaux sociaux, qu'elles soient transactionnelles sur le point de vente ou sur le site e-business. L'ensemble des relations avec les consommateurs évidemment, vont bénéficier de tous ces signaux, tous ces messages qui sont laissés sur la toile ou sur les mobiles en temps réel, qui concernent les marques, hashtag #UpForum, ou évidemment le ressenti des utilisateurs. On est sur un feedback immédiat. Google parle de zero moment of truth, ZMOT, donc il n'y a plus de délai entre le moment où je teste un produit ou bien je veux l'acheter et ce qu'en disent les gens. Et forcément, l'ensemble du marketing qui a été construit sur le fameux tunnel de persuasion eh bien, est sérieusement challengé par cette boucle immédiate et ce feedback immédiat des consommateurs. Donc ça fait bouger les organisations, ça nécessite de structurer cette data. Avant, on était dans des logiques de data très bien rangées. Aujourd'hui, on a des millions, des milliards de signaux. 2 éléments qui m'interpellent. Une requête Google aujourd'hui, c'est le même niveau de puissance d'ordinateur qu'a nécessité l'intégralité du programme Apollo pendant 11 ans. Il y a eu 17 vols Apollo effectués par la NASA. Eh bien, l'ensemble de la puissance de calcul nécessaire pour ce programme Apollo est aujourd'hui résumé par une seule requête sur Google. Et il s'est créé autant de data tous les 2 jours qu'il s'en est créé entre le début de l'humanité et 2003. Donc tous ces terminaux connectés, l'ensemble de ces interactions créent des milliards de data qui sont éparpillées, qui sont des actions réelles des gens. Je like, demain je want. Et il faut, encore une fois, des systèmes experts, des super ordinateurs et puis des gens et des mathématiciens pour faire parler tout ça. Chez nous, et depuis 12 ans, c'est sur des big data comme Artemis. Et l'ensemble de ce mouvement amène au real-time média, donc de plus en plus la capacité de trader l'espace média. On a évidemment l'analogie avec les marchés financiers. On passe des madmen aux matmen, et donc l'algorithme qui décide en moins de 150 millisecondes entre le moment où un internaute arrive sur son écran d'ordinateur et où on va lui présenter, avec un système de mise aux enchères, un peu comme le système de bidding de Google, eh bien, la pub qui correspond à son profil lui-même correspondant à, toute une série d'actions passées sur Internet ou sur l'ensemble de ces terminaux. Et un petit mot sur ce trading média. En 2016, encore une fois, ce sont des prévisionnistes, donc on peut prendre et couper en deux, mais 80% du display, 80% de la vidéo sur le net, 80% de la pub mobile et un tiers de la pub télé. Alors, vous ne le voyez pas ici, je vais remonter parce qu'il y a le fil Twitter qui... mais
Voilà, un tiers de la pub télé, selon Chevreux, sera vendu, tradé par des systèmes temps réel. Donc ça nécessite évidemment des transformations. Dans le cas d'un groupe comme Havas, pour en dire deux mots, eh ben, on a déployé depuis de nombreux mois déjà un réseau de trading sur l'ensemble des pays, Afiperf, pour couvrir l'ensemble de ses besoins. Et je peux vous dire qu'il y aura la première salle de marché média en Europe qui sera créée d'ici la fin de l'année dans le Digital Village du groupe Havas à Paris. Troisième effet, donc comprendre le multi-écran, anticiper cette pression du temps réel qui va bousculer nos organisations, et puis dépasser l'effet bulle. Je crois que souvent, lorsqu'on voit un peu au quotidien les up and down de Facebook et des autres, on se dit, bah ouais, tout ça finalement, c'est une vaguelette. N'en croyez rien, c'est une lame de fond. Et on a effectivement tous les ingrédients d'une troisième révolution industrielle devant nous. Alors bien sûr, on a des effets de survalorisation capitalistique de ces groupes. L'ensemble des groupes traditionnels, les Disney, les Comcast, les CBS, pèsent 3,5 fois moins que ce que pèsent aujourd'hui les valeurs high-tech, avec, c'est vrai, l'impact majeur de Apple en termes de capitalisation. Une bulle, c'est ça. C'était le Nasdaq entre 1991 et 2004. On a véritablement une espèce d'inflation instantanée qui s'écrase et qui, évidemment, lorsqu'elle éclate, permet à peine de retrouver la valeur créée d'avant. Aujourd'hui, même si la valeur de Facebook est passée de x75 à x45, on est quand même dans un momentum. Alors ça, c'était Microsoft, hein, ça monte très vite, et puis après, il y a des compressions, et on peut prendre Google depuis 2005, on peut prendre Amazon depuis 1998. On a eu à chaque fois ces phénomènes comme ça, sauf qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. On a des plateforme, LinkedIn, avec des rentabilités exceptionnelles, 165 millions d'utilisateurs, vous êtes, je pense, quasiment tous sur LinkedIn. Ben aujourd'hui, c'est non seulement des revenus liés au marché du recrutement, ils prennent des fees sur les recrutements, non seulement du premium pour les gens qui souhaitent des services plus, et puis évidemment la publicité. Et un abonné LinkedIn ramène 10 fois plus de cash qu'un abonné Facebook. Et puis dernière chose, dans cette troisième révolution industrielle, les gens que nous sommes ont appris à produire et distribuer leur contenu et leur information. La deuxième révolution qui arrive, c'est qu'on va produire et distribuer notre énergie de plus en plus. C'est le principal investissement de l'Union européenne ou des États-Unis sur les 15 ans qui viennent. Les smart grids, hein, comme votre smartphone, transformer le réseau en réseau intelligent. Ça va bousculer beaucoup de choses et notamment permettre de généraliser la production 2.0. Toutes ces possibilités pour un individu eh bien, de manufacturer des produits, notamment avec les imprimantes 3D qui permettent de créer vraiment l'ensemble des éléments, qu'il s'agisse de bijoux, de jouets pour enfants, que sais-je. On va avoir une créativité nouvelle pour ceux qui s'intéressent au 3D printing. C'est un mouvement qui ne fait que commencer. Et bref, on est à l'aune, je crois, d'une révolution passionnante pour nos organisations, où le risque premier sera la lourdeur et la lenteur, et évidemment le challenge de retrouver un peu d'esprit start-up dans l'ensemble des groupes qui constituent l'écosystème média. Merci à vous et très bonne fin d'année.